Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Alors, insécurité, autorité, séparatisme, autant de sujets que vous connaissez bien, le régalien qui est au centre des débats et des polémiques de cette rentrée 2020. Notre société serait-elle de plus en plus violente, Brice Hortefeux? Quel remède à ce que Gérald Darmanin qualifie d'ensauvagement de la société, puis en tout cas, comment redonner confiance aux Français, éviter le chaos sécuritaire, le chaos sanitaire, le chaos économique et social, et aussi quid de la stratégie des Républicains, comment la droite entend-elle s'opposer au gouvernement et préparer 2022. Autant de thèmes qui seront abordés au cours de cette émission. On va commencer, si vous voulez bien, Brice Hortefeux, par l'actualité de ce week-end. Est-ce que vous êtes soulagé de constater que la rentrée des Gilets jaunes d'hier a été un échec cuisant? Oui, il y avait moins de 10 000 personnes. 2500 personnes à Paris, 6 000 dans toute la France. C'est ça, donc moins de 10 000 personnes. Évidemment, on est loin des 300 000 personnes de novembre 2018. Donc ça, facialement, superficiellement, on peut constater qu'il y avait une faiblesse de mobilisation. Est-ce que ça vous réjouit ou pas? Mais en même temps, il faut prendre ça avec du recul et de la raison. Aujourd'hui, il y a la crise sanitaire qui dissuade certainement un certain nombre de personnes de manifester. Et il y a la crainte de l'avenir, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui 40% des salariés français sont inquiets pour leur avenir professionnel. Donc on sait très bien que dans les périodes de crise, ce ne sont pas des périodes de mobilisation. Donc l'attitude qui consisterait à dire tout ceci, c'est pas grave, est une attitude qui est une attitude erronée. Il faut faire attention, il faut se rappeler que nous en sommes au 96e samedi. Vous vous rendez compte, c'était un nombre inouï, quasi inégalé dans le monde, et ça prouve que le gouvernement a mal géré aussi cet épisode. Et je rappelle qu'il y a quand même eu un mort, 23 blessés, et du côté des forces de l'ordre, si on fait le total, 1742 policiers ou gendarmes blessés. Sur ce qui s'est passé pendant le week-end hier, est-ce que vous rendez hommage à la stratégie de maintien de l'ordre de Gérald Darmanin, qui a su quand même contenir les violences des ultra-jaunes, c'était hier dans les rues de Paris? Non mais qu'il y ait eu, qu'on ait évité des débordements, c'est naturellement. Est-ce que vous rendez hommage à Gérald Darmanin? Je rends hommage à l'ensemble des responsables des forces de l'ordre et des forces qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens et donc des manifestations. Mais il ne faut pas se tromper. Et cette manifestation, la faiblesse des participants s'explique en grande partie par la crise sanitaire et l'inquiétude du lendemain. Alors on en vient au dossier sécuritaire. Brice Hortefeux. Première question. Gérald Darmanin veut interdire la diffusion des vidéos de policiers si leur visage n'est pas flouté. Est-ce qu'il a raison? C'est une revendication qui est une revendication très ancienne. Et qui n'avait jamais été acceptée par les ministres d'Intérieur successifs, dont vous. Plus exactement, c'est une revendication très ancienne. Plusieurs syndicats de police le demandaient. Et je pense qu'avec l'évolution des modes de diffusion, et notamment les réseaux sociaux, les chaînes info et ainsi de suite, il faut comprendre que vous avez des policiers, des gendarmes qui rentrent chez eux en ayant parfois peur. Les enfants, les membres de la famille sont aussi inquiets. Donc, je pense que c'est une mesure qui, aujourd'hui, est une réponse adaptée. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs que vous allez rencontrer Gérald Darmanin d'ici quelques jours, et puis qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, mais c'est un fonctionnement normal. Non, mais vous allez le rencontrer? Oui, je l'ai d'abord eu quand il a été nommé. Ouais. Il m'a appelé juste après sa prise de fonction, et nous avons échangé d'ailleurs depuis, et je dois le voir dans la quinzaine de jours qui vient. C'est un fonctionnement normal. Ce sont des responsabilités qui sont des responsabilités extrêmement lourdes, et moi-même, quand j'exerçais ces fonctions, j'avais vu Charles Pasqua, j'avais vu Jean-Pierre Chevènement, car je pense qu'on a toujours intérêt à profiter de l'expérience, des succès, mais aussi des erreurs qui ont été commises. Et bien sûr, vous considérez que vous avez commis des erreurs, c'est ça que vous voulez dire? Non, je suis plus précis que ça, c'est des succès et des erreurs. C'était l'un et l'autre. Et des erreurs. Justement, Gérald Darmanin, est-ce qu'il a la hauteur de ses fonctions de ministre de l'Intérieur? Écoutez, on le verra. Mais d'après ce qu'il a fait depuis le début. Il a dit une chose qui est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on devait pratiquer la politique du résultat. C'est valable pour les statistiques de la délinquance, c'est valable pour la lutte contre l'insécurité, mais c'est aussi valable pour l'action personnelle du ministre. Donc on verra à l'usage quel sera le résultat. Et on fait souvent le parallèle, Brice Hortefeux, entre Gérald Darmanin et votre ami Nicolas Sarkozy. Est-ce que Darmanin est dans les pas de Sarkozy? Il y a des points communs, bien sûr, puisque Gérald Darmanin a été un temps responsable ou
auprès de Nicolas Sarkozy. Donc, bien sûr il s'est imprégné de ce que faisait Nicolas Sarkozy. Si vous voulez me faire dire que les déplacements sur le terrain sont tout à fait exceptionnels aujourd'hui, non, tous les ministres de l'Intérieur, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy a imprimé sa marque sur ce point-là, tous les ministres de l'Intérieur se déplacent sur le terrain, vont à la rencontre de leurs interlocuteurs, veulent constater de visu eux-mêmes les difficultés. Moi-même, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, il y avait un article du Parisien pendant les vacances qui indiquait que j'étais le premier de la classe compte tenu du nombre de déplacements que j'avais fait pendant l'été. Ouais, alors je vous pose la question autrement. Oui, il y a Nicolas Sarkozy. Depuis Nicolas Sarkozy, tous les ministres de l'Intérieur se déplacent, sont sur le terrain, et ça, c'est une bonne chose, et Gérald Darmanin le fait aussi. Alors cet été en France, de nombreux faits d'ultra-violence ont marqué les esprits. On peut citer des heurts entre gangs de la drogue dans certains quartiers, des attaques contre des policiers, contre des maires, ainsi de suite. Quand Gérald Darmanin parle d'ensauvagement de la société, est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous l'approuvez? Non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, vous ne m'avez pas laissé terminer sur la comparaison avec Nicolas Sarkozy. Sur Nicolas Sarkozy, il y a deux choses. D'abord, à titre personnel, Nicolas Sarkozy est resté dans la famille politique qui était la sienne, quelles qu'aient été les difficultés. Il s'est fait siffler dans sa famille politique. À une certaine époque, j'étais à ses côtés. Mais quoi qu'il arrive, il a décidé de rester dans la même famille pendant toute sa vie publique. Alors, attendez, vous dites ça, est-ce que ça veut dire que Darmanin est un traître à sa famille politique? C'est simplement une constatation. Gérald Darmanin était un des permanents de l'UMP et il a décidé de quitter sa famille politique. Donc vous me dites, c'est pareil que Nicolas Sarkozy. Je dis, là, il y a une différence. Non, mais là, je parlais de mais il y a une différence. Et concernant la question politique qui était posée, c'était par rapport à l'exercice de leur fonction. Oui, et voilà. Et la deuxième élément, c'est que Nicolas Sarkozy a obtenu des résultats. Moi, je vous rappelle que sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, lui-même ministre de l'Intérieur ou chef de l'État, de 2002 à 2012, la délinquance a baissé de 16 à 17%. Donc on verra les résultats. Alors, mais je vous dis, il y a déjà une réalité, c'est que la délinquance sous Nicolas Sarkozy avait baissé, et depuis Emmanuel Macron, elle a augmenté. Et on vous reproche la suppression de 10 000 postes de fonctionnaires de police ou de gendarmes. Eh bien justement, ce que vous venez de dire est l'illustration de la réalité, c'est-à-dire que oui, il y a une diminution des effectifs. Pourquoi? Je vous rappelle que c'était la crise de 2008, qu'il y a donc un effort qui avait été demandé à toutes les administrations, tous les services. Il n'y a pas eu d'exemption. J'étais ministre à ce moment-là, c'était un moment difficile, mais cela n'a pas empêché la baisse de la délinquance. Mais il y a eu des conséquences après quand même. Ce qui prouve que les résultats de la lutte contre la délinquance tiennent compte des effectifs, mais pas seulement des effectifs, des moyens matériels, des moyens technologiques et autres. Ensauvagement, c'est un terme qui est juste, qu'il faut utiliser ou pas? Beaucoup de mots ont été utilisés, les barbares, ensauvagement. Nicolas Sarkozy lui-même avait parlé à juste titre de racailles. Ce qui compte, c'est pas simplement les mots, ce sont les actes qui suivent. Et donc là, nous verrons si, au-delà des mots, il y a des actes. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le constater, pour le dire. Alors, ce qui marque bien entendu aussi cette rentrée 2020, Brice Hortefeux, c'est la crise sanitaire avec un retour en force, on va dire même exponentielle, de l'épidémie de coronavirus. Il y a deux responsables de votre mouvement, Brice Hortefeux, Rachida Dati et Aurélien Pradier, qui disent que le port du masque n'est pas utile en extérieur. Est-ce qu'ils ont raison? Écoutez, moi je suis pas scientifique, donc non, mais vous êtes responsable politique. J'entends que c'est une thèse, mais en revanche, je peux vous donner moi ma conviction, c'est que ce gouvernement a mal géré et gère mal cette crise sanitaire. Je dis pas ça. C'est-à-dire, oui. Je dis pas ça parce que je suis dans l'opposition, et si c'était pas le cas, je serais le premier à m'en réjouir. Mais ce qu'il fait, c'est tout à la fois confus, inefficace et anxiogène. Des exemples. Et c'est confus, puisque vous vous souvenez que il avait, au moment où il a commencé par déclarer que les masques étaient inutiles, puis les mêmes ont déclaré que les masques étaient utiles, puis les mêmes ont déclaré que les masques étaient indispensables. Au mois d'août, il demandait aux entreprises de constituer des stocks de 10 semaines. Puis finalement, et le masque, c'est presque pour tout le monde. Donc, on n'y comprenait strictement rien. Je vous rappelle qu'au même moment où on expliquait que les masques, ça servait pas à grand-chose, un voisin, petit pays, mais un voisin, le Luxembourg, au premier mort,
a distribué gratuitement 50 masques à l'ensemble de la population de son territoire. Donc, combien d'habitants Luxembourg? C'est petit, bien sûr, mais c'est un pays frontalier, c'est un pays européen, il est dans l'Union européenne. Bon. Deuxième élément, c'est inefficace, car si vous observez ce qui a été mené, c'est très simple. Si vous prenez le nombre de décès, comment se fait-il que nous ayons 31 000 décès en France et 9 500 en Allemagne? Pourquoi il y a 3 fois moins de décès en Allemagne? Votre réponse? Pourtant, parce que précisément ça a été mal géré. Et je dis c'est anxiogène parce que on a annoncé que le Premier ministre allait faire des déclarations extrêmement importantes tant la situation était grave, difficile. Ce que je crois. Il nous a dit qu'il fallait faire attention, qu'il fallait se laver les mains et que les préfets pourraient décider localement. Donc, vous savez, en réalité, je pense que c'est d'abord, je pense que c'est la marque de ce quinquennat. La marque de ce quinquennat, c'est la confusion. C'est ça la première réalité. Et puis, plus largement d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que ce gouvernement et ce pouvoir est un pouvoir de temps calme, pas de tempête. Ils ont très mal géré la crise des Gilets jaunes. Ils gèrent très mal la crise sanitaire et ils s'apprêtent à très mal gérer la crise économique. Là aussi, j'ai été très frappé d'une étude qui est passée quasi inaperçue. L'OCDE a indiqué il y a quelques jours que parmi les pays du G7, la France serait le pays le plus touché. Et à l'échelon mondial, nous serons le deuxième pays au monde, le plus touché parce que nous sommes les Français, la France, les grands perdants de la crise. Alors, c'est pas le hasard, c'est parce qu'il y a eu une succession d'erreurs, de contretemps, d'hésitations, de contradictions qui ont traversé cette période. Alors justement, la crise sanitaire et la crise économique et sociale à venir, est-ce que le plan de relance, puisque vous parlez en gros de ce plan de relance, à savoir 100 milliards de dépenses nouvelles hors budget, étalé sur 2 ans, va dans le bon sens ou pas? Ou est-ce que vous dites on n'a rien à attendre de ça? Mais c'est... Bien sûr que... Avec des fonds européens également. Bien sûr, avec largement des fonds européens. Vous êtes député européen. C'est 100 milliards, dont 38 milliards, un peu plus de 38 milliards, qui proviennent de l'Europe. Et d'ailleurs, on ne le rappelle pas assez, l'Europe, et c'est la première fois dans l'histoire que l'Europe agit aussi rapidement, aussi concrètement, au service de nos intérêts. Peut-être grâce au tandem Merkel-Macron. Et ceux qui sont des anti-européens, ou qui faisaient profession de leur anti-européen, à mon avis, doivent se mordre les doigts aujourd'hui, parce que précisément, l'Europe a été réactive. Simplement, je m'interroge, comment se fait-il que les Allemands aient annoncé au 3 juin un plan et que nous, on attende le 3 septembre? Quelle est l'explication? Le plan français, c'est un plan de 100 milliards. Moi, j'observe que le plan espagnol, c'est 140 milliards. J'observe que le plan italien, c'est 208 milliards. J'observe que le plan allemand, c'est 130 milliards qui se rajoutent aux 1000 milliards qu'ils avaient déjà d'ailleurs décidé auparavant. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi c'est pas la même chose? Et deuxième élément, pourquoi c'est plus tard? Pourquoi ça n'a pas été au même rythme que notre principal partenaire? La réponse à votre question, c'est quoi? Eh ben, je ne sais, il faut la poser au gouvernement. Et la deuxième remarque que je fais, avec comme des initiatives qui ont été prises avant l'été sur l'aéronautique, l'automobile, ainsi de suite. Il y a des éléments, c'est ce que j'allais vous dire, il y a des éléments positifs, notamment pour les grandes entreprises. Je pense qu'on ne répond pas assez par ce plan aux attentes, aux besoins, et c'est parfois une question de survie, à un certain nombre de PME, de PMI et d'arrêt. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple? Eh ben, il aurait fallu sans doute orienter un peu plus de ce plan en soutien aux Donc c'est peut-être ce que vous attendez du débat parlementaire qui va venir. Oui, j'espère que ce plan sera à la fois conforté et aussi un peu réorienté. Alors dans l'actualité Brice Hortefeux, il y a aussi ces initiatives étonnantes, on va dire, de nouveaux maires verts, ELV, qui veulent mettre fin à des événements et projets qu'ils jugent en contradiction avec la préservation de l'environnement selon eux. Alors le maire de Lyon, vert, ne veut plus du Tour de France dans sa ville. Celui de Bordeaux ne veut plus de sapin de Noël sur la place P. Berland, l'une des places principales de la ville. Et puis il y a aussi cet appel de maire contre la 5G avec un appel dans le JDD d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je pense que c'est un festival. Festival de quoi? Chaque de jour, conneries? C'est un festival. Bon, ça, c'est votre vocabulaire. Non, mais c'est une question. Mais en tout cas, c'est un festival parce que vous venez de citer les déclarations concernant le Tour de France et le vélo. Je croyais qu'ils étaient pour les pistes cyclables, mais ils sont pour les pistes cyclables, mais pas pour le vélo du Tour de France. Et c'est le cas aussi du maire de Bordeaux qui, de manière assez hallucinante, explique qu'il faut couper les sapins de Noël. Comment vous l'expliquez d'ailleurs qu'ils veulent plus de sapins de Noël? C'est environnemental ou c'est politique?
j'y viens. Vous oubliez les déclarations qui ont été faites aussi au début lors de leur mandat. Le maire de Lyon dénonçait les clivages, rappelait les clivages qui font sens, c'est celui entre les terrestres et les non-terrestres. Pensez comme c'est légèrement fumeux. Le maire de Strasbourg qui demandait une mobilité active. Là aussi, c'est un peu abscon. Donc, la réalité, cela rappelle, concernant les Verts, une triste réalité, c'est que par leur mépris, par leur sectarisme, par leur dogmatisme, les Verts sont aujourd'hui les premiers ennemis de l'écologie. Et alors, comment vous expliquez, alors on parlait de Bordeaux, du sapin, pourquoi, d'après vous, pourquoi le maire de Bordeaux veut plus de sapin dans sa ville? Il dit de sapin mort, d'arbres morts, il dit il faut faire... parce que ce qui me frappe, c'est qu'il s'adresse à une toute petite élite avec un grand mépris pour ce qui est populaire. Le Tour de France est populaire. Moi, j'étais dans mon département, j'étais à Châtel-Guyon avec Laurent Wauquiez, le président de région, le maire. Il y avait le maximum de ce qui était autorisé. C'est une fête populaire. Noël, c'est une fête religieuse et populaire. Et il y a une forme de condescendance, il y a une forme de mépris pour ce qui est populaire à leurs yeux. Alors, on va pas parler du Parti populaire, on va parler du Parti républicain, des Républicains. Comment on s'oppose au gouvernement quand le Premier ministre, une partie du gouvernement, notamment le ministre de l'Économie, le ministre de l'Intérieur, pour ne parler que d'eux, sont issus de votre parti? Ben justement, vous ne parlez que d'eux, mais enfin, vous oubliez que dans ce gouvernement, il y a une grande partie qui viennent de la gauche, même des anciens ministres de François Hollande, et vous avez en numéro 2, je crois, du gouvernement, une ministre écologiste, enfin, certes, qui a rompu avec les Verts. Oui, enfin ça c'est le principe du macronisme, c'est-à-dire qu'on encourage à abandonner. Enfin, elle avait déjà rompu avec les Verts du temps de François Hollande, qui vous a permis d'être élu. Ça, c'est effectivement c'est quelque chose que j'ai bien observé. Enfin, vous avez en numéro 2 du gouvernement une femme qui a été à la pointe du combat, et c'est son droit naturellement, et à la pointe du combat contre ce que nous défendions, ce que nous appliquions comme politique. Donc, il ne résumait pas à la présence de tel ou tel. Et puis, la réalité, c'est que Emmanuel Macron ne pratique pas une politique de droite telle que nous l'envisageons. Mais il pratique parce que beaucoup de vos amis, on va parler tout à l'heure de Christian Estrosi, beaucoup de vos amis considèrent qu'il mène une politique de droite, qu'il mène la politique que François Fillon aurait pu mener s'il avait été élu. Oui, mais vous savez, c'est... notamment au niveau économique, on parle du niveau économique. Vous savez, c'est comme le pain sans gluten. Ça a l'apparence du pain, mais ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas les mêmes propriétés. C'est ça la réalité. Mais vous savez que le pain sans gluten, ça peut être bon pour la santé. Non. Donc est-ce que ça veut dire que la politique d'Emmanuel Macron, c'est bon pour la santé des Français? N'emmenez pas sur cet aspect culinaire, mais justement, vous savez, comme il y a un grand débat chez les scientifiques sur savoir si la nourriture sans gluten est bonne pour la santé, et vous avez des tas de scientifiques qui considèrent que c'est mauvais. Et moi, je considère que le macronisme n'est pas bon pour notre pays. Pourquoi? Parce que en même temps, c'est en réalité la paralysie. Castex, le maire Darmanin, on parlait tout à l'heure de Gérald Darmanin, ce sont des traîtres ou ce sont des hommes de bonne volonté qui ont décidé de servir la nation et les Français? Ce sont en tout cas... Castex qui a quand même été conseiller Nicolas Sarkozy, Ce sont des personnalités qui, pour certains, ont été élus avec l'investiture, le soutien de leur famille politique, et qui ont décidé, à un moment où notre famille politique était dans la difficulté, de la quitter. Je ne veux pas faire de commentaires parce que je rentrerai dans un jeu auquel je ne souhaite pas participer, mais je dis simplement, on en prend acte. Mais voilà. C'est quoi le commentaire que vous vouliez faire ? Mais justement, précisément, je ne fais pas de commentaires. Moi, chacun sa conception. Moi, je me suis engagé dans ma famille politique. Et j'essaie d'aider ma famille politique de l'intérieur. J'essaie d'accompagner. J'essaie de participer à la reconstruction. Et notamment quand elle était dans la difficulté. Bon, voilà. D'autres ont choisi d'autres chemins. Question certainement de tempérament. Alors, la rentrée politique de votre mouvement, des Républicains, a été marquée par tout un tas de débats, de spéculations autour de votre candidat à la présidentielle de 2022. D'abord, est-ce que vous nous confirmez, Brice Hortefeux, que la candidature de François Baroin n'est plus une hypothèse sérieuse ?
Écoutez, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 2 qualités essentielles. Il faut la compétence et l'envie. Il y en a d'autres qui sont nécessaires. À l'évidence, François Baroin a la compétence, par son expérience ministérielle, parlementaire, municipale, président de l'association des maires. Quant à l'envie, c'est à lui d'y répondre. Et vous en doutez ? Il a indiqué qu'il allait s'exprimer au mois d'octobre, ce qui me semble la bonne période pour dire ce qu'il en est. Mais vous en doutez ou pas de cette envie ? Répondez, dites quelque chose. Non, je n'ai pas, moi, à m'anticiper ce que peut dire François Baroin. Je vous dis, il faut 2 qualités, les 2. Voilà. Rachida Dati, Brice Hortefeux, elle s'oppose en candidate possible pour 2022. Est-ce qu'une candidature Dati à la présidentielle, ça vous paraît sérieux ? Ah, mais c'est toute la question, c'est qu'il n'y a pas de candidat aujourd'hui naturel, incontournable. Non, mais dans le débat actuel, dans notre famille politique, ce qui donc permet à chacun d'avancer son idée, éventuellement une vision s'il y en a, mais pas en 5 phrases, quelque chose qui soit quelque chose de construit. Et le moment venu, il faudra que nous ayons un système de partage. Ce que je sais, partage avec des primaires ou sans primaires. Voilà, ce que je sais, c'est qu'un parti politique dans les institutions de la République qui n'a pas de candidat à l'élection présidentielle est un candidat qui a vocation à aller au cimetière. Et il va d'autant plus vite au cimetière s'il n'arrive pas à démontrer son utilité. Donc la première question qui est à poser à notre famille politique, c'est comment pouvons-nous être utiles à notre société, à notre communauté nationale. On a un candidat ? Deuxième élément, il faut s'il y a plusieurs candidats, il faut qu'il y ait un système de partage. Moi, je ne suis donc vous dites pas primaire, vous dites partage. J'avais dit pour la précédente primaire, primaire et dernière. Le système qui a été appliqué en 2016 était un piège, puisque comme vous le savez, d'abord les candidats qui sont arrivés finalistes au présidentiel, étaient des candidats qui eux ne s'étaient pas pliés à des exercices de primaire. Madame Le Pen n'avait pas de primaire. Monsieur Macron n'avait pas respecté les primaires. Tous ceux qui avaient respecté des primaires ont été éliminés. Et surtout, deuxième élément, 14% des électeurs qui s'étaient déplacés pour aller voter à la primaire étaient des électeurs qui étaient de gauche, qui venaient perturber la primaire de droite. Ce qui est un autre état d'esprit. 2022. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un système de partage. Mais c'est quoi un système de partage ? Un système de partage, c'est-à-dire qu'on mette en place des règles qui soient acceptées par l'ensemble, qui est susceptible de départager et d'être respectées. Concrètement, ça veut dire que, comme l'a dit Christian Jacob, le président de notre famille politique, nous préparons les élections régionales. Nous avons 4 présidents sortants, et d'ailleurs 6 qui avaient été élus à l'époque avec l'étiquette UMP. On franchit cette étape régionale, et ensuite on travaille sur le mécanisme de partage s'il y a lieu. Et un partage, comme vous dites, fermé, donc réservé au seul LR, ou ouvert à l'ensemble de la droite ? Ça sera justement ce qui sera déterminé par ceux qui auront la responsabilité d'imaginer un système. Je pense qu'il faut éviter le double écueil. Le cadenassage, qui sera un système à l'ancienne avec un bureau politique, et la primaire qui serait hold-up, comme on l'a eu en 2016, où il y a eu 14% des gens qui ont faussé le résultat. Christian Estrosi, il a raison d'évoquer une alliance avec Emmanuel Macron en 2022 ? Parce qu'il dit ce que vous dites, pour l'instant on n'a pas de candidat, il n'y en aura pas, et puis donc il vaut mieux s'allier avec Emmanuel Macron. Moi je respecte tout à fait ce que dit Christian Estrosi, mais je suis en total désaccord. Ouais. Et l'un n'est pas incompatible, et l'autre ne sont pas incompatibles. Je suis en total désaccord. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que le débat national se résume à un face-à-face entre Macron et Le Pen. Je comprends bien que l'intérêt de M. Macron, ça soit cela. Ça, c'est effectivement, il faut être sourd, aveugle et muet pour ne pas l'avoir perçu. Mais moi, je ne me résous pas à ce que le débat de notre vie civique soit confisqué par ce seul débat dont je comprends naturellement les arrière-pensées. On a parlé à l'instant de Rachida Dati. Elle est rattrapée par cette affaire d'honoraires de 900 000 € pour des activités de conseil auprès de Charles Ghosn, alors PDG de Renault-Nissan, et alors qu'elle était elle-même députée européenne. C'était entre 2010 et 2012. Vous étiez à l'époque aussi député européen. Or, la justice émet des doutes, Brice Hortefeux, sur la réalité et la nature de ces activités. C'est Le Monde qui a indiqué ça dans un article cette semaine, après d'autres papiers qui ont été publiés ces derniers mois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça permet de rappeler 2 principes clairs. 1, toute peine mérite salaire. Toute peine ?
peine mérite salaire. Et tout salaire doit être la contribution d'un travail. Deuxième élément, puisque vous évoquez le Parlement européen soumet à des règles extrêmement strictes de contrôle les missions, les activités de conseil. Donc, je ne connais pas très bien l'affaire que vous évoquez, je n'en sais que ce qui en paraît dans la presse, je n'ai pas d'autres informations, et je suis sûr que Rachida Dati saura rapidement apporter des réponses précises et claires à ce qui lui est reproché aujourd'hui. Parce que quand on dit « je suis sûr qu'elle saura rapporter oui. En fait, ça veut dire « je pense qu'elle ne pourra pas apporter ces précisions ». Si j'avais dit « je pense qu'elle ne pourra pas ». Alors, on va préciser ce que précise le dossier judiciaire qui a été cité par Le Monde. Le contrat notifiait que des rapports devaient être remis annuellement, mais aucune trace de ces documents n'a été trouvée. Il y a eu des perquisitions chez Rachida Dati. Les juges s'étonnent ainsi qu'aucune facture de cette dernière n'apparaisse dans la comptabilité de Renault. Et le nom de Rachida Dati ne figurait pas non plus sur la déclaration annuelle des salaires. Vous qui êtes député européen, est-ce que ça vous paraît étrange ? Et moi, je suis pas juge, je suis pas, enquêteur, ou politique. En politique française de premier plan. Rachida Dati s'est exprimée, elle a apporté des premiers éléments de réponse. Et encore une fois, je n'ai pas de raison de douter qu'elle apporte des réponses précises et claires extrêmement rapidement. Autre question qui est liée à votre réponse, Brice Hortefeux. L'ordonnance des juges indique, je cite, que le fait de solliciter et de percevoir des honoraires pour conseiller le groupe Renault dans la promotion de ses droits et de ses intérêts auprès du Parlement européen, alors que Rachida Dati est députée européenne, serait constitutif du délit de corruption d'agents ou de trafic d'influence d'une organisation internationale publique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je sais pas. Ils ont peut-être interrogé la présidence du Parlement, qui a vocation précisément à contrer ça. Je suis tout de même un peu surpris, parce que je vous dis, le Parlement contrôle très strictement les activités, les revenus, Mais on dit il n'y a pas de trace, voilà. Pas de trace, ça veut dire qu'elle n'a pas déclaré ses honoraires au Parlement européen alors qu'elle était députée. Ça, je n'en sais strictement rien, et ça me paraîtrait très étonnant. Mais je vous dis, le Parlement européen est très strict sur ce sujet, donc ça m'étonne, il me paraît difficile de contourner les questions posées par le Parlement européen. Si ça avait été contourné, pardon. Écoutez, moi je ne veux pas avec des si, je vous le dis, je suis sûr que Rachida Dati saura apporter des réponses précises et claires. Et alors justement, elle a apporté des réponses, et après on passe à un autre sujet. Vendredi, c'était sur BFM. Elle a dit que le ministère de l'Intérieur était peut-être le pourvoyeur d'informations au Monde, donc le journal qui a publié cet article, dénonçant Dati des manœuvres et une tentative de la faire taire. En clair, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Rachida Dati, que c'est Gérald Darmanin qui est à l'origine de ce papier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous le croyez ? Que ce sont des accusations, bien sûr, qui sont graves. Et alors ? C'est de la diffamation ou pas ? C'est à Gérald Darmanin et au ministère de l'Intérieur de déterminer ce qu'ils doivent répondre. Moi, vous m'interrogez encore une fois sur Rachida Dati. Je ne comprends pas pourquoi vous passez autant de temps sur ce sujet. Et je vous le dis, moi, je ne connais que ce qu'en a dit la presse. J'ai écouté les réponses de Rachida Dati. Je vous dis quelles sont les principes. Elle vous a convaincu ou pas ? Je vous dis quels sont les critères et les principes. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de raison de douter que Rachida Dati saura apporter des réponses claires et précises très rapidement. Alors, on sait que vous êtes l'un des plus proches, peut-être le plus proche de Nicolas Sarkozy. L'événement de l'été à droite a été le succès de librairie de Nicolas Sarkozy. L'ancien président, c'est quoi, Brice Hortefeux ? Une rockstar ou un recours possible ? Non, c'est le rappel que Nicolas Sarkozy occupe une place unique dans notre vie publique. Et il occupe une place unique dans notre vie publique parce que, à mon sens, il conjugue 3 qualités essentielles. Et la première, c'est l'autorité, dans un pays où l'autorité est clairement remise en cause. Et moi, je n'ai toujours pas oublié, digéré le fait que Emmanuel Macron se soit assis sur 150 décisions de justice à Notre-Dame-des-Landes, abandonnant le terrain aux zadistes, c'est-à-dire à des occupants qui n'avaient aucun titre pour y être. Il a donc une conjugaison de l'autorité, de la légitimité, et notamment la légitimité... Par rapport à son camp ou par rapport aux Français ? Légitimité, notamment pour le peuple de droite et du centre, puisqu'il est le dernier à nous avoir fait gagner. Et enfin, l'expérience
et on s'aperçoit que l'inexpérience, qui est celle de cette équipe actuelle qui nous gouverne, est extraordinairement coûteuse pour notre pays. Vous évoquiez les Gilets jaunes, le fait d'avoir laissé 96 samedis se dérouler comme cela. Je vous rappelle que selon les estimations, ça a coûté 2,5 milliards à notre pays, à la croissance. Qu'est-ce qu'il fallait faire, interdire les manifestations ? Donc il fallait en tout cas faire différemment, ça c'est sûr. Et il y a plusieurs choses. Donc moi, je sais ce que je souhaiterais. Je souhaite, ou plus exactement, je sais ce que ne... plus exactement, pour être tout à fait clair, moi je sais ce que je souhaiterais. C'est quoi ? Le retour de Nicolas Sarkozy ? Je sais ce dont notre pays souffre et les réponses que Nicolas Sarkozy saurait lui apporter. Mais je sais enfin que je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Alors, vous ne savez pas ce que l'avenir réserve. Est-ce que vous confirmez, Brice Hortefeux, que les sarkozystes, dont vous êtes l'une des principales figures, n'ont pas renoncé à l'hypothèse d'une candidature de Nicolas Sarkozy en 2022 ? Vous dites, je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Est-ce que cette hypothèse est plausible ? Le retour de Nicolas Sarkozy. Je peux recommencer. Non, mais je répondais à cette question précise. Non, mais je sais ce que je souhaite. Vous souhaitez comme ? Vous n'avez pas dit précisément. Je sais ce que je souhaite. Mais qu'est-ce que vous souhaitez ? Mais je souhaite aussi... je sais aussi que je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Non, mais je comprends bien. Quand vous dites je sais ce que je souhaite, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Je comprends bien où vous voulez me conduire, mais je suis pas obligé de vous suivre. Donc je vous dis, je sais aujourd'hui ce que je souhaite. Mais ça veut dire que, alors je vous posais la question autrement, le retour de Nicolas Sarkozy, il est totalement exclu ? C'est pas ce que je vous ai dit dans ma réponse. Mais j'ai pas bien compris alors. J'ai dit que je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Et ça va dépendre des procès. Non mais écoutez, des procès en cours le concernant. Je vais pas recommencer. Je vous dis qu'il a une place à part dans la vie publique, que c'est naturellement un atout pour les familles de la droite et du centre, que je sais moi ce que je souhaite, mais que je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Et ça va dépendre des procès dans lesquels il est cité, il va être jugé. Mais nous avons, il y a les sujets qui sont personnels, et puis il y a la situation de notre pays, parce que c'est ça ce que vous oubliez. Nous sommes en route, vers un chaos. La situation, et vous savez, on est un pays quand même dans lequel on semble oublier que plus de 20% de nos concitoyens n'ont pas les moyens d'assurer une alimentation saine 3 fois par jour. 20% de nos concitoyens. Et nous sommes dans un pays dans lequel le chômage va monter entre 11 à 12%. L'Institut Rexecode indique qu'il y aura entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus en 2021 qu'il n'y en avait en 2019. Donc il faudra un sauveur. Vous savez que nous sommes un pays dans lequel le déficit va passer de 3 à 11%. Nous sommes un pays dans lequel la dette est de 120% du PIB. Nous sommes un pays dans lequel le commerce extérieur qui conditionne la vie de nos entreprises et donc de notre niveau de vie enregistre un déficit sur le premier semestre de 39 milliards. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire, je vous pose la question, donc ça veut dire que le pays peut avoir besoin de quelqu'un qui a l'autorité, qui a une légitimité et qui a l'expérience ? Donc je redoute un désastre. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudra un recours, il faudra un sauveur. Ce qu'il faudra, c'est ne pas continuer sur la voie actuelle. Donc avec un sauveur, avec quelqu'un qui a de l'expérience, vous disiez Nicolas Sarkozy a de l'expérience, de l'autorité et de la légitimité, il faudra quelqu'un comme lui ? Il faudra quelqu'un qui rassemble ces trois qualités essentielles. Ça, c'est sûr. Une question précise vous concernant, Brice Hortefeux. Le contrôle judiciaire dont est l'objet Nicolas Sarkozy vous empêche, depuis le mois de mars 2018, je crois, d'avoir des contacts avec lui. C'est toujours le cas ou pas ? Oui. Je ne m'explique pas d'ailleurs pourquoi. C'est à la fois une épreuve personnelle, amicale et affective. Une blessure ? Et en même temps, c'est dans l'exercice démocratique, c'est aussi, ça suscite aussi de ma part des interrogations. Et est-ce que vous confirmez que qu'il pourrait y avoir une demande de levée de cette interdiction de le rencontrer, d'avoir des échanges avec lui ? C'est une décision des magistrats ou de la demande d'un avocat. Donc je ne sais pas. Alors on arrive à la fin de cette émission, Brice Hortefeux. Depuis une quinzaine de jours, le procès des massacres de Charlie Hebdo et d'Hypercacher a donc débuté. Il y a 5 ans, tout le monde, on s'en souvient, clamait « Je suis Charlie
je suis juif, je suis policier. 5 ans après, il apparaît que les Français sont de moins en moins dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a bugué dans la société française? Je ne suis pas aussi pessimiste que vous, mais néanmoins aussi préoccupé. Pas aussi pessimiste parce que je pense que ce procès était indispensable, même si les principaux protagonistes, bien évidemment, ne sont plus là. Mais c'est un rappel, et il faut toujours des rappels. Il y a des éléments qui sont en même temps positifs au-delà de ce procès. Il y a un élément positif, c'est que j'ai été heureusement impressionné par cette enquête qui est parue sur la connaissance de la Shoah chez les jeunes. L'enquête du JDD d'aujourd'hui. Oui. Donc 87% des jeunes, et je crois que c'est ce chiffre-là, en tout cas un chiffre très important, savent ce qu'est la Shoah, savent qu'elles ont été 15% seulement n'en ont pas entendu parler, ou 13%. C'est donc trop, bien sûr, mais c'est un bon signal. Pour l'Union des étudiants. Et en même temps, je suis très préoccupé, puisqu'on parle de communautarisme, je ne sais pas pourquoi il emploie le mot séparatif, je ne sais pas quelle est la raison, je suis en même temps très préoccupé par le fait que simultanément, vous avez 74%, je crois, des 15-24 ans, qui considèrent que les lois, que les principes de l'islam sont supérieurs aux lois de la République. Donc nous avons... C'est 15-24 ans chez les jeunes musulmans. Chez les jeunes musulmans. C'est-à-dire que nous avons 2 signaux contradictoires. Premier signal positif, c'est qu'il y a une connaissance de ce drame absolu qu'était la Shoah, et un signal préoccupant du fait qu'une partie des jeunes et de la communauté musulmane place la religion avant les lois de la République, ce qui est la négation de la communauté nationale. Vous avez utilisé ce mot, c'est ce qui pousse Emmanuel Macron à parler de séparatisme, de lutte contre le séparatisme. On attend des mesures précises justement pour lutter contre le séparatisme, que Emmanuel Macron appelle le séparatisme. Oui, mais moi je comprends pas Qu'est-ce que vous utiliserez comme mot? Moi, j'utilise le mot communautarisme. C'est un mot qui est apparu d'abord, et d'ailleurs au fait aux États-Unis, qui est apparu dans notre langage depuis une quinzaine d'années. Et moi, je pense qu'il faut appeler les choses et les mots MAUX avec les mots qui sont ceux que l'on connaît. Et donc, le séparatisme, on l'a inventé pour éviter de dire communautarisme. Non, il faut dire clairement, il faut lutter contre le communautarisme. Quand vous dites communautarisme, ça veut dire communautarisme islamiste? C'est essentiellement aujourd'hui le défi, bien sûr, le communautarisme islamiste. J'ai écouté hier une sociologue expliquer le communautarisme catholique intégré, mais ils remettent pas en cause les lois de la République. C'est ça la question. C'est qui remet en cause les lois de la République, ou qui serait susceptible de remettre en cause les lois de la République ou pas. Donc je dis, là aujourd'hui, il y a un signal d'alerte très fort. Merci en tout cas, Brice Hortefeux, d'avoir répondu à notre invitation, et bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci.